Conseil des ministres, plusieurs points examinés, de nouvelles mesures prises par le gouvernement, entre autres points, la phase d'enrôlement des souscripteurs dans le cadre du remboursement lié à l'affaire agrobusiness, les difficultés liées à la commercialisation du cacao pour cette campagne 2017. Complément d'information tout à l'heure. L'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi le procès dit des disparus du Novotel qui s'est ouvert hier mardi. 10 personnes sont dans le box des accusés pour l'enlèvement et assassinat. Cette deuxième journée a été consacrée à l'audition des accusés. Opération Grand Ménage, une opération qui invite les populations à lutter contre l'insalubrité et à assainir leur cadre de vie. Quel est l'enjeu de cette opération? Quels sont les résultats attendus par la ministre de la Salubrité? Réponse dans ce 20h. La justice sud-africaine estime que le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI, la Cour pénale internationale, est illégal et allait à l'encontre de la constitution du pays. Nous en parlerons dans ce 20h. Voilà pour les principaux titres donc, de ce 20h. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information, le temps de parcourir l'actualité nationale et internationale. Commençons bien évidemment par le Conseil des ministres tenu ce mercredi, conseil au cours duquel plusieurs points liés à la situation socio-économique ont été examinés, de nouvelles mesures prises par le gouvernement ivoirien. Jérôme Kofi Aboulin nous en parle. Il s'est encore invité à la réunion du Conseil des ministres ce mercredi. Le dossier agrobusiness, actuellement dans sa phase d'enrôlement des souscripteurs à la demande de l'État. Selon le porte-parole du gouvernement, environ 13 000 souscripteurs pour se faire rembourser sur la base du capital investi ont été enrôlés. Quant au remboursement même, il pourrait se faire à la fin de ce mois de février. À ce jour, 13 000 souscripteurs sont inscrits. Et les travaux, évidemment, continuent, puisque la police continue de vérifier les listes des souscripteurs. Si tout se passe bien, que les croisements se font dans les bonnes conditions et qu'il n'y a pas de contestation sur les listes et les montants, les remboursements pourraient commencer donc le 28 février. Une autre nouvelle, aussi capitale que bonne, elle concerne les difficultés liées à la commercialisation du cacao. Cette situation étant à la normalisation, le Conseil des ministres s'en est félicité en évoquant l'importance que revêt le cacao pour la Côte d'Ivoire. Ce qui est noté à ce jour, c'est que la situation progressivement se normalise, puisqu'on note que la baisse en région se poursuit et qu'on note une quasi-stagnation au niveau des ports. Il y a même une légère réduction, moins 1%. Au niveau des usines, les stocks continuent d'être encore un peu importants. Tout cela pour dire que toutes les dispositions sont en train d'être prises et un comité est mis en place, donc présidé par le Premier ministre lui-même. Tout cela pour arrêter des mesures. Le cacao, c'est le premier produit d'exportation, c'est 6 à 7 millions de personnes qui en vivent. Et vous pouvez donc comprendre que le gouvernement se préoccupe très fortement de la situation de tassement qu'il y a eu pendant quelques semaines et que le gouvernement met tout en œuvre pour qu'une solution durable soit trouvée. Également au menu de ce Conseil des ministres, la couverture maladie universelle, CMU. S'agissant de la cotisation par personne qui s'élève à 1 000 francs CFA, l'État s'engage à prendre en charge celle des personnes dites en difficulté. La loi 2014-131 du 24 mars 2014 qui institue la CMU assujettit l'ouverture du droit aux prestations au paiement préalable de cotisation. C'est donc pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé que le président de la République a décidé de fixer la cotisation aux différents régimes gérés par l'IPS CNAM à 1 000 francs CFA par personne et par mois. Les cotisations seront perçues par prélèvement direct sur les revenus, donc de toute nature. Ce décret spécifie également que les personnes assujetties, économiquement faibles ou démunies, seront affiliées au régime d'assistance médicale de la couverture maladie universelle et que leurs cotisations seront prises en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil a aussi informé
que toutes les dispositions sont en ce moment réunies pour la réalisation du 4e pont d'Abidjan sur la lagune Ébrié. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 237 520 000 euros, soit 155,8 milliards de francs CFA environ, conclu le 29 décembre 2016 entre la Banque africaine de développement, la BAD, et notre pays, en vue du financement du projet de construction de ce qui s'appelle le 4e pont, donc le pont Yopougon-Plateau. C'est un projet, vous pouvez le comprendre, très important, puisque cela va permettre de fluidifier fortement le trafic en provenance et vers un quartier qui est présenté comme le plus important de la ville d'Abidjan. Plus d'1 million de personnes y vivent. Cela va permettre, dans le même temps, comme je l'indiquais, de faire des projets connexes, notamment le dédoublement de la voie de la prison civile, le dédoublement de la route de Dabou, etc. Donc tout cela devrait permettre d'améliorer fortement la mobilité dans ce quartier important et d'améliorer par conséquent la qualité de vie des populations. Ce pont, très utile pour sa contribution au désengorgement de la circulation à Abidjan, comme l'a indiqué le porte-parole du gouvernement, va relier Yopougon et Plateau, contrairement aux 3 premiers qui relient respectivement Plateau, Treichville et Cocody-Makori. Le Conseil des ministres en a parlé. La commercialisation interne du cacao est donc considérée comme une situation préjudiciable à l'économie nationale quand on sait le poids du cacao dans le produit intérieur brut, le PIB. Et dans une déclaration lue par le ministre en charge de l'Agriculture et du Développement rural, le gouvernement situe donc les causes de ce ralentissement et souligne les mesures prises pour endiguer le mal, mais surtout rassurer le monde paysan. Écoutons le ministre Mamadou Sangafoa. Le Conseil des ministres du 22 février 2017 a entendu une communication relative au ralentissement constaté dans le processus de commercialisation de la campagne cacao 2016-2017. Il en résulte de cette présentation que la situation actuelle est essentiellement due au défaut d'exécution de certains contrats et à la sous-évaluation de la production sur la campagne principale, le tout pour un volume cumulé d'environ 350 000 tonnes. Après avoir pris la pleine mesure des conséquences qui pourraient découler de cette situation, le gouvernement tient à rassurer le marché du cacao qu'il reste très attentif aux difficultés de la filière et met tout en œuvre pour un retour à la normalisation. Dans ce cadre, les mesures suivantes ont été prises. Premièrement, les contrats à défaut et l'excédent de production par rapport aux prévisions ont été totalement vendus et les soutiens correspondants sont entièrement couverts par le fonds de réserve et les excédents de stabilisation. Deuxièmement, le paiement accéléré par le Conseil du café cacao des 10 soutiens. Troisièmement, le renforcement immédiat de la lutte contre la spéculation en limitant et contrôlant les déblocages directs dans la messagerie. Quatrièmement, l'accélération des déchargements en zone portuaire par le Conseil du café cacao en liaison avec les opérateurs concernés. Cinquièmement, le renforcement des conditions d'agrément des exportateurs. Sixièmement, la mise en place d'un comité interministériel présidé par le Premier ministre en vue d'accélérer le processus de retour à la normalisation et de procéder à un audit du système de commercialisation du Conseil du café cacao. Le gouvernement tient à rassurer les opérateurs
que les engagements pris à travers le système de commercialisation seront entièrement respectés et les invite de ce fait à participer de manière active aux ventes dans la messagerie. Enfin, le gouvernement, conscient des difficultés que cette situation cause à nos planteurs, ne ménagera aucun effort pour la sauvegarde de leurs intérêts. Dans l'actualité de ce mercredi, une rencontre en fin d'après-midi entre le président de la conférence des présidents du RHDP, le rassemblement des oufouettistes, président du PDC-RDA, Henri Konan Bédié, et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel. Le compte-rendu de Viviane Agnimin. Henri Konan Bédié au palais présidentiel pour rencontrer son frère et allié du RHDP, le président de la République Alassane Ouattara. À vrai dire, les rencontres entre les deux hommes ont coutume de se dérouler dans un cadre moins protocolaire. C'est pourquoi la visite du président du directoire du RHDP ce mercredi en fin d'après-midi au président de la République au palais présidentiel, si elle était considérée comme une visite de courtoisie, elle se voulait surtout un soutien ferme au chef de l'État face aux remous sociaux de ces derniers temps. Cela fait près de 3 mois que je suis absent d'Abidjan, retenu comme j'étais au village à Daoukro. J'ai donc décidé de revenir voir mon frère, le président Alassane Ouattara. Dans l'intervalle, vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses, des événements regrettables. Et je suis venu évoquer tout cela avec lui pour en savoir davantage. Il s'agit des mutineries, il s'agit de la grogne sociale, la grève des fonctionnaires en particulier. Sur tous ces points, nous avons déploré la manière de revendiquer, c'est-à-dire en brandissant des armes et en tirant, bien sûr, en l'air, mais en tirant quand même, en brandissant des armes. Au syndicat, avec les partis politiques, le PDCI, le RHDP, le RDR, nous avons préconisé la patience. Il faut d'abord créer les richesses avant de les partager. Donc je suis venu pour soutenir mon frère, le président, et de façon ferme, l'encourager pour qu'il tienne bon, car la Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Sans la paix, rien n'est possible, disait le président Félix Houphouët-Boigny. C'est l'ensemble de ces problèmes que nous avons évoqués dans notre revue de la situation sociopolitique. J'ai été très heureux de venir le voir en cette occasion et pendant ces circonstances. Et je le quitte en étant rassuré que le navire tient bon. Un soutien pour dire que le président de la République, Alassane Ouattara, n'est pas seul et que tout le RHDP, comme un seul homme, fait bloc autour de lui. Voilà, cette rencontre a eu lieu donc en fin d'après-midi ce mercredi. Sachez également que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, roi du Maroc, sera en visite officielle ici en Côte d'Ivoire du vendredi 24 au mardi 28 février prochain. Cette visite sera marquée par la signature d'accords bilatéraux et par l'évaluation de nombreux projets financés
ici en Côte d'Ivoire par le Maroc. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec le vice-président de la Banque mondiale en charge de la région Afrique. Ensemble, ils ont parlé du réajustement du financement des projets sociaux en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Banque mondiale a décidé d'augmenter l'enveloppe destinée aux projets sociaux de 50 milliards de francs CFA. Des précisions avec Francis Boifo. La Banque mondiale renouvelle son engagement à accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour faire de l'inclusion sociale une réalité, c'est-à-dire transformer les fruits de la croissance en bénéfices pour les populations. C'est l'information que le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique est venu porter au chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Nous avions préparé un projet sur les filets sociaux d'un volet de 50 millions de dollars et le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a demandé d'augmenter l'enveloppe qui sera alloué à ce projet. Et nous allons dans les jours à venir, accroître cette enveloppe pour les filets sociaux de 100 millions de dollars. Donc, ce qui nous permettra de mettre environ 150 millions de dollars à la disposition des populations ivoiriennes. Au total, 75 milliards de francs CFA pour le financement des projets sociaux. Autre sujet abordé, l'emploi et l'insertion des jeunes. Et nous allons essayer de modifier certaines de nos interventions pour les cibler de manière plus spécifique dans ce domaine. Bien sûr, vous le savez, nous préparons un gros projet sur les techniques de l'information et de la communication, les TIC, où le gouvernement souhaiterait augmenter l'accès aux TIC en Côte d'Ivoire. Et les TIC sont bien sûr un élément important de développement économique pour les jeunes. Le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique est revenu sur la nécessité de soutenir la Côte d'Ivoire, locomotive de la sous-région. L'idée, selon lui, est de maintenir la croissance de ces dernières années. Le Premier ministre était récemment à Divo, dans la région du Lodibois. Il y était pour le lancement de 2 projets dont la réalisation est estimée à plus de 116 milliards de francs CFA. Il s'agit de la réhabilitation du tronçon PK 109 Gagnoa et le bitumage de l'axe Divo-Côtière, en passant par Guitry. Les enjeux de ce projet, donc la portée sociale, avec Noël Niagno du service économique de la rédaction. La réhabilitation de l'axe PK 109 Gagnoa, en passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo, Lakota et le bitumage de la route Divo-Lakôtière via Guitry, 2 travaux de portée stratégique. Depuis la construction de la côtière dans les années 80, nos parents avaient caressé le rêve de pouvoir rallier cette voie, non pas uniquement pour leur permettre d'aller à la rencontre des populations situées sur le littoral, mais aussi et surtout pour se connecter directement au port de San Pedro. La route Divo-Guitry-Côtière dessert une zone riche en production agricole de rente et de cultures vivrières. Elle désenclave également la ville de Guitry, l'une des plus anciennes villes du pays, non encore reliée par le réseau bitumé. Le second projet constitue l'un des principaux axes permettant d'avoir accès à la zone ouest de la Côte d'Ivoire à partir de l'autoroute du Nord. Pour le centre-ouest, il est quasiment la seule voie d'accès directe et rapide. Des décennies après son revêtement, le temps a fait son effet sur le tronçon PK 109 Gagnoa. La voie est devenue dangereuse en matière de sécurité routière. Quant à l'axe Divo-Guitry-Côtière, il est un calvaire depuis plus de 30 ans pour tous les usagers. Cet ouvrage va constituer une véritable délivrance pour les autorités administratives, les fonctionnaires et agents de l'État, les commerçants et les transporteurs, mais surtout pour nos parents qui se heurtent quotidiennement aux difficultés d'écoulement de leurs produits vivriers et de rente. Dans 36 mois, ce ne sera plus qu'un vieux souvenir pour les transporteurs en premier, les principaux bénéficiaires. Ça, c'est vraiment rentré au paradis pour nous. Très, très, très content pour nous. Les populations mobilisées comme un seul homme au lancement des travaux par le Premier ministre en personne sont d'avis dans leur diversité que la région va prendre un nouvel élan. Je pense que vraiment, il vient de nous sauver, de nous donner une chance
pour le développement de la région. Cette route qui va être réhabilitée, refaite, va effectivement booster notre développement et tout le peuple de Gagnoa, dans sa diversité, participe à ce grand rendez-vous du développement. Caresser avec jalousie tout ce qui est mis en place pour créer les ingrédients du développement économique et de la paix sociale. En plus d'apporter le développement, ces routes vont renforcer le brassage des peuples. Ça permettra le brassage, n'est-ce pas, des populations. Vous savez que la route, on a toujours dit, précède le développement, mais la route également est un facteur d'union, de fraternisation. Pour ces deux projets, l'État va consentir un investissement de plus de 116 milliards. Avec une singularité, la société en charge des travaux va mobiliser elle-même les ressources nécessaires. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi de saluer l'initiative prise par PFO Africa, une entreprise locale, de rechercher le financement de ces projets. Premier chantier d'infrastructure routière ouvert par le Premier ministre depuis sa prise de fonction, tout comme pour son ministre des Infrastructures, fils de la région du Lodjibois, ce chantier est un message. On sait à quel point donc, les routes sont importantes pour permettre de donner aux économies locales dans les différentes régions donc, le dynamisme qui est nécessaire. Et tout ça permet notamment à l'agriculture de prospérer et de réduire donc, ainsi donc, la pauvreté donc, en milieu rural. Pour le bien-être des populations, préoccupation majeure du gouvernement, il est prévu un investissement de plus de 3 000 milliards pour le secteur des infrastructures dans le plan national de développement 2016-2020. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, jugée pour crime contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, a été à nouveau reportée au mardi 7 mars prochain à la demande du parquet général. L'épouse de l'ancien président, Laurent Gbagbo, actuellement incarcéré à Abidjan, avait été condamnée le 10 mars 2015 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Et l'actualité toujours en Côte d'Ivoire, c'est aussi le procès dit des disparus du Novotel qui s'est ouvert hier mardi après 2 reports. 10 personnes sont dans le box des accusés pour enlèvement et assassinat à l'hôtel Novotel dans le district d'Abidjan de 4 hommes le 4 avril 2011 en pleine crise post-électorale. Cette deuxième journée du procès a été consacrée exclusivement à l'audition des accusés. La Côte d'Ivoire a fait son entrée dans la Commission du droit international des Nations Unies et c'est l'expert en droit de délimitation des espaces maritimes, le docteur Yacouba Cissé, qui va représenter notre pays dans cette commission de l'ONU. Le verdict est tombé. Docteur Cissé Yacouba, élu membre de la CDI, la Commission du droit international des Nations Unies. Avec 156 voix sur 193 pays, le candidat de la Côte d'Ivoire arrive en 8e position des 34 pays qui vont codifier et développer le droit international dans le monde. Tout un honneur pour la nation ivoirienne qui continue ainsi de marquer son retour sur l'échiquier international. Le président a décidé que 2017 sera l'année de la diplomatie. Donc si on couronne ça par l'élection au Conseil de sécurité, c'est la cerise sur le gâteau. Donc Cissé a été le précurseur, il a gagné. Seul le représentant de la francophonie à cette commission, l'élection de l'expert ivoirien en droit de la délimitation des espaces maritimes s'est faite au prix de 1001 batailles. Bataille dans laquelle le président de la République, Alassane Ouattara, s'est impliqué personnellement. Je tiens à dire un grand merci au président de la République qui pratiquement a pris à bras le corps ce dossier depuis le communiqué en Conseil des ministres en janvier dernier. Et deuxièmement, il a fait mieux. Il a mis à disposition les moyens pour que nous puissions battre une campagne efficace, une campagne de terrain, en ayant la possibilité de venir ici à New York à 2 reprises. Expert pour le programme des Nations Unies pour l'environnement dans le cadre des mers régionales, ce docteur en droit diplômé de l'Université d'Ottawa au Canada est le premier Ivoirien dans cette commission onusienne. Rappelons que la CDI, la Commission du droit international créée en 1947, a pour mission essentielle de consolider les conventions internationales.
Je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement a décidé d'initier une activité communautaire dénommée le Grand Ménage, une opération qui invite les populations à lutter contre l'insalubrité, à assainir leur cadre de vie, mais surtout à avoir un comportement éco-citoyen. Grâce Kando. À compter du 4 mars, tous les premiers samedis de chaque mois seront consacrés à l'opération Grand Ménage. Cette initiative du gouvernement vise à emmener toutes les composantes de la société ivoirienne à mener des actions de salubrité en vue de préserver leur cadre de vie sain. Mais avant l'événement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable situe les enjeux de cette opération. Pour être en bonne santé, nous devons vivre dans un environnement propre et sain. Or, nous sommes tous conscients que nous avons un problème avec les ordures ménagères. Nous avons un problème de comportement. C'est avec toutes les personnes de bonne volonté que nous devons renverser rapidement la tendance et faire en sorte que notre pays soit propre, assaini et beau. L'opération Grand Ménage va consister, entre autres, à curer les caniveaux devant les domiciles, nettoyer et ravaler les façades des édifices publics et privés et balayer les espaces communs du quartier. Les comités de lutte contre l'insalubrité qui seront installés et qui auront réussi à prendre le lead de cette initiative n'accepteront pas qu'il y ait des réfractaires. C'est la première sanction, la sanction de l'opinion. La seconde sanction, eh bien, c'est l'application de nos textes. Nous avons une réglementation qui nous interdit de salir la chaussée, qui nous oblige à respecter notre cadre de vie. Et d'ailleurs, notre Constitution l'indique clairement que chaque citoyen a droit à un environnement sain. Le démarrage de l'opération Grand Ménage sera précédé d'une cérémonie officielle d'engagement ce jeudi 23 février. Et pour réussir ce grand ménage, Anne Désirée Ouloto est allée solliciter l'appui du Conseil économique, social, environnemental et culturel du président Charles Dibi Kofi. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila Ouaka. Un seul objectif a guidé les pas de la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement au CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, sensibiliser en vue d'obtenir l'adhésion des membres dans son engagement de faire d'Abidjan une ville propre. Nous sommes donc dans une campagne de mobilisation pour obtenir l'adhésion de tous les décideurs à cette grande initiative de l'opération Grand Ménage qui sera précédée de cette cérémonie d'engagement donc au Palais de la Culture, qui est un engagement citoyen que nous attendons de tous les Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Anne Ouloto aura obtenu gain de cause lors de cette rencontre. Les membres du CESEC sont unanimes pour l'accompagner. Depuis la nouvelle constitution, on a ajouté au Conseil économique et social les notions d'environnement et culturel. Donc je crois qu'elle a frappé à la bonne porte. Nous nous tenons à sa disposition. Leur engagement et leur implication s'est traduit aussitôt par la mise sur pied d'un comité ad hoc chargé de mener des réflexions. Voilà, je vous donne lecture de ce communiqué. À travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Bureau exécutif national de la FESI informe les membres de cette organisation de la tenue d'une rencontre entre Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et Monsieur Assis Fulgence Assis, secrétaire général national de la FESI. Madame le ministre tient à rappeler qu'en vertu de l'arrêté interdisant toute activité syndicale des élèves dans l'enseignement primaire et secondaire, elle ne saurait recevoir le responsable d'un syndicat dont le champ d'intervention ne couvre pas les ordres d'enseignement relevant de son autorité. Madame le ministre informe l'opinion nationale et internationale qu'elle n'a rendez-vous avec aucune structure syndicale d'élèves ou étudiants. Par ailleurs, elle invite les élèves de Côte d'Ivoire à privilégier leur formation dans un environnement paisible, condition première de la qualité et de la réussite pour tous
les apprenants. Ce mercredi 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme, une occasion de jeter un regard sur le Boy Scout et sur son fondateur. Lord Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, a été enterré au Kenya. Mais c'est en Grande-Bretagne, sa terre natale, qu'il fonda le mouvement en 1907. À la retraite, il a pensé à créer une association qui va permettre aux jeunes d'apprendre l'art de faire la paix que l'art de faire la guerre. C'est ainsi qu'il a convoqué un camp en Angleterre sur l'île de Brancy en 1907. Et c'était le premier camp du scoutisme avec 24 jeunes sur une île. Le scout est reconnaissable au premier regard par le port d'un foulard au cou. Le fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, a été fortement impressionné par le jamboree des Zoulous pendant une mission militaire en Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, le jamboree se tient tous les 4 ans. C'est une occasion d'échange culturel, de partage d'expériences entre les participants venus des 15 régions scouts que compte la Côte d'Ivoire. Nous apprenons aux jeunes à se rendre utiles. Nous leur apprenons à eux-mêmes se soutenir, comprendre comment on vit. Et notre vie, ce n'est pas vie d'université, c'est l'éducation. Sachez que l'éducation et l'instruction font deux factures différentes. C'est la discipline que nous demandons ici. Ce n'est pas la passion militaire. Nous apprenons à des enfants résolus pour qu'à l'avenir, ils puissent eux-mêmes ressembler à des adultes. Après le voix et en cœur, le scoutisme africain, dans le noble idéal nous rassemble. Voilà, le scoutisme en Côte d'Ivoire, un élément proposé par De Chris Larsen de RTI Bouaké. La justice sud-africaine estime que le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI, la Cour pénale internationale, était illégal et allait contre la constitution du pays. Il y a plus d'1 an, le gouvernement sud-africain avait annoncé son retrait de la CPI après la polémique causée par son refus d'arrêter sur son sol le président soudanais Omar el-Béchir. Pas donc de retrait de la CPI de l'Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.